Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialiste de l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre de notre guide gratuit qui sera destiné aux jeunes éleveurs et aux futurs éleveurs, nous allons parler aujourd'hui d'un chien de travail. Donc, comme nous l'avons dit dans le précédent chapitre, il est évident que là, nous allons parler uniquement du chien, puisque le chat n'a pas encore été mis, à ma connaissance, au travail. Bon. Alors, pour avoir un bon chien de travail, il faut déjà comprendre ce que c'est. Il est bien évident que si on parle de travail, on parle d'une sélection sur le travail, comme on a parlé pendant pas mal de temps de la sélection sur la beauté. Alors, quand on parle travail, on se dit, oh là là, il faut une bête de course qui ne pense qu'à ça, qui est complètement vissée sur le travail, qu'on ne sélectionne que pour ça. Eh bien, désolé, mais moi, en tout cas, ça n'a jamais été ma conviction profonde. Je sais qu'il y a beaucoup de races aujourd'hui qui ont un clivage, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les lignées beauté, de l'autre côté les lignées travail. Pour moi, c'est un non-sens complet. Tout simplement parce que les standards des races ont été établis justement pour trouver un idéal qui est l'équilibre entre ce qu'on appelle le beau, c'est-à-dire le physique, et le bon, c'est-à-dire le caractère. Donc, si on suit cet équilibre-là, si on suit le standard et donc cet idéal à atteindre, on ne voit aucune raison pour laquelle il y a des lignées de beauté d'un côté et des lignées de travail de l'autre. C'est totalement absurde. D'accord? Après, c'est ma conviction profonde. Mais pour moi, j'en vois pas l'intérêt. Tout simplement parce que si un standard a été créé, c'est parce que justement les précurseurs d'une race de travail et qui était peut-être très utilisée en son temps, alors oui, elle ne ressemblait pas à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est évident, mais elle ne ressemblait pas non plus, et ça c'est dans beaucoup de races, à ce qu'elle était au départ quand elle était très utilisée. Je pourrais prendre comme exemple le berger belge malinois que tout le monde connaît. Et un jour, j'avais fait cette petite expérience. J'avais vu sur un groupe Facebook une photo d'une femelle malinoise avec des caractéristiques de tête absolument reconnaissables de sa lignée de travail. Et donc, j'interpelle donc la détentrice de la photo et je lui dis ah, une chienne de travail. Et elle me dit ah bon, comment tu la reconnais? Bah, je dis bah rien qu'à la tête. Bon. Et s'ensuit une discussion où il y a des gens, évidemment, très connaisseurs, entre guillemets, qui disent « Ah mais oui, mais de toute façon, le malinois de travail a toujours été comme ça. » Bon, alors moi, je lui veux bien, mais maintenant, on va commencer à vraiment discuter sur des choses réelles. Et en cherchant bien, parce que je connaissais bien la race, j'ai retrouvé des photos des années 60-70, où le malinois, comme beaucoup de races, donc a commencé à être bien sélectionné aussi bien pour le travail que pour la beauté. Et je leur ai collé des photos de chiens qui étaient et champions de beauté et champions de travail, soit dans leur pays, soit ici en France. Et là, évidemment, les têtes sont tombées, parce que les gens ne pouvaient pas imaginer qu'en fait, le malinois de travail, et donc qui était dans le standard et qui travaillait, eh bien, pouvait ressembler à ce point au malinois de beauté d'aujourd'hui, sur le plan physique. D'accord? Voilà. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. On pourrait prendre le husky, on pourrait prendre le teckel, on pourrait prendre d'autres chiens qui ont été poussés à l'extrême du côté travail et que finalement, quand on regarde les chiens d'origine, peut-être des dizaines, voire une centaine d'années avant, n'avaient absolument aucune mesure, aucune ressemblance avec ce que les éleveurs aujourd'hui prétendent faire d'un chien de travail. Ce n'est absolument pas ce que le standard recherche et souvent ce n'était absolument pas ce qui était fait au départ.
Donc ça veut dire que si les précurseurs à l'époque ont établi un standard avec des caractéristiques physiques pour que le chien puisse être utilisé, mais aussi mentales pour qu'il puisse tenir ce travail, ce n'est pas pour rien. Donc, vous avez une race que vous désirez élever. Si vous voulez faire aussi ou que des épreuves de travail, vous devez d'abord garder en tête que pour faire ce travail, votre chien doit d'abord être dans le standard. Et pourquoi doit-il être dans ce standard? Tout simplement parce qu'un standard, comme je l'ai répété plusieurs fois, c'est pas juste une image idéale où on se dit que bah voilà, il doit être comme ça et pas autrement. Non. Le standard a été justement établi, suivant chaque race, pour cet idéal à atteindre, mais justement en fonction, dans beaucoup, beaucoup de cas, de l'utilisation qui était faite de ce chien. Et donc, si on vous dit par exemple que le chien, il doit être de telle à telle taille, qu'il doit être de tel ou tel poids, qu'il doit avoir telle longueur de corps, qu'il doit avoir telle texture de poil, qu'il doit être même de telle couleur, ce n'est pas juste pour faire joli. C'est tout simplement parce que quand le chien était utilisé, peut-être il y a des dizaines, même des centaines d'années, hein, peu importe, eh bien, il y avait des choses qui étaient essentielles de conserver ou d'éliminer hein, pour que justement le chien puisse faire son travail correctement. Par exemple, si on vous dit, je sais pas moi, qu'un chien il doit faire entre une quinzaine et une vingtaine de kilos, il est bien évident que si le standard estime que à ce poids-là, le chien peut faire son travail, quel qu'il soit, eh bien le fait qu'il soit par exemple à 8 kilos, eh bien il sera beaucoup trop léger et donc beaucoup moins résistant pour faire ce travail, ou que si il fait entre 35, 40, 50 kilos, il sera beaucoup trop lourd aussi pour faire ce travail et donc il ne pourra pas le faire correctement. Si par exemple un standard, et ça c'est beaucoup moins évident hein, parce que c'est pas quelque chose qui peut vous venir à l'esprit tout de suite, demande à ce qu'il y ait une couleur hein, qui soit éliminatoire, par exemple. Je ne sais pas moi, qu'une race, elle a des couleurs qui sont toutes relativement foncées et que le standard vous dit que, par exemple, la couleur blanche est totalement interdite. Bon, ou même la couleur crème, hein, on ne va pas rentrer dans la polémique du blanc avec la surdité, etc. Bon, on va dire, on va prendre une couleur crème. Bon, eh bien, il y a certaines races qui étaient utilisées pour justement se mettre dans des fourrés, par exemple, donc se cacher pour se protéger, que ce soit des prédateurs, que ce soit pour son maître, etc. Eh bien, c'était justement pour ne pas être visible de l'extérieur. Voilà, c'est pas pour rien. Hein. Il y a aussi des couleurs qui peuvent être interdites parce que justement, j'en ai vaguement touché mot tout à l'heure, parce que justement, elles peuvent entraîner des problèmes de santé. Et en fait, ce que j'essaie de souligner aujourd'hui, le point sur lequel je voudrais vraiment appuyer, c'est que tout excès n'est jamais bon pour une race de chien, même une race de chat, mais là on est dans le travail, donc on va parler exclusivement du chien. Tout excès, dans un sens ou dans l'autre, n'est pas bon pour la race en question, quel que soit le but que vous êtes fixé. N'oubliez pas que vous êtes dans l'optique de démarrer un petit élevage, que vous avez peut-être même démarré un peu, et que votre sélection doit être axée sur l'amélioration de la race. Pas du tout ce que vous voulez absolument en faire selon vos goûts personnels. Votre rôle à vous, en tant qu'éleveur, est de préserver cette race selon le standard établi. Et si ce standard vous dit que le chien en question, il doit être entre 35 et 55 cm, bon, je prends une fourchette assez haute en exprès, bon, c'est pas pour être entre 25 et 35, ou ni entre 50 et 70, quoi. Voilà, donc parce que forcément, il y a un déséquilibre quelque part. Donc, c'est vrai que s'il y a ce qu'on appelle un hypertype, ça amène forcément des désagréments d'un côté ou de l'autre. On l'a vu, et c'est un exemple que l'on reprend souvent,
hein. Le berger allemand, par exemple, qu'on a vu complètement changer sur le plan morphologique dans les 40 dernières années, hein, on va dire ça comme ça, 40-50 dernières années, et qui n'a absolument aucune comparaison possible avec ce qu'il était dans les années 70, voire au tout début des années 80, sans pour ça que le standard ait changé d'un iota. Et quand on voit que les bergers allemands de l'époque étaient parfaitement conformes au standard, on est en train de se demander qu'est-ce qu'il s'est passé pour obtenir le chien qu'on voit aujourd'hui. On voit des pays comme l'Angleterre, justement, et je crois que c'était il y a 3-4 ans de ça, voire un peu moins, peut-être 2-3 ans, il y a eu des photos ou même des vidéos, je crois que c'est une petite vidéo qui a circulé partout sur le net suite à l'exposition de Croft, hein, qui est la Mecque du chien là-bas en Angleterre, hein, l'exposition la plus vue, la plus visitée au monde après ou avant peut-être Westminster aux États-Unis, en tout cas, qui est une des plus grandes expositions mondiales de chiens de race. Et quand on a vu les vidéos circuler sur le berger allemand qui avait fait le meilleur de race, donc le meilleur berger allemand, ça a été absolument une catastrophe de le voir marcher et donc trotter aussi, hein. Et l'Angleterre a pris une décision assez radicale et a demandé à tous les juges de cette race de ne plus accepter du tout que des chiens puissent avoir une démarche pareille. C'est-à-dire de faire en sorte que on revienne à un standard un peu plus classique. Alors oui, le chien, peut-être qu'il fera pas 4000 km en 10 minutes, parce que c'est ce qu'on a l'impression que c'est ce qu'ils veulent, hein, les éleveurs aujourd'hui. Mais en tout cas, si on le mettait sur un terrain, que ce soit pour aller s'occuper des moutons, donc pour aller, pas garder, mais conduire les moutons, ou que ce soit pour monter des palissades, eh bien, au moins, il sera capable de le faire, quoi. Voilà. Et là aussi, d'ailleurs, on a les lignées de bergers allemands de travail, et on voit bien que la construction n'a absolument aucune commune mesure. Il y a rien de semblable, quoi. C'est absolument effarant. Donc là, vraiment, faites très attention dans le but, hein, que vous êtes fixé d'élever une race. N'oubliez pas que c'est surtout pour l'améliorer, mais l'améliorer dans le bon sens. Alors là, on parle beaucoup des points physiques, parce que évidemment, un standard, il est d'abord une image physique, mais évidemment, quand on sélectionne un chien de travail, on le sélectionne aussi et peut-être même surtout sur le caractère. Alors, il y a plusieurs écoles qui disent que pour faire un chien de travail, il faut le prendre absolument dans une lignée de travail. Déjà, toutes les races n'ont pas de lignée de travail. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elles ne sont pas capables de travailler? Non. Moi, ce que je dis souvent, et que je prends comme exemple, c'est que si on met un chien qui a un excellent caractère, qui est bien équilibré, et qu'on le met dans un contexte de travail, il va travailler. Alors, il va pas forcément travailler au mieux de ses capacités dans la discipline qu'on lui aura choisie, mais peut-être qu'en cherchant un petit peu, on va trouver la discipline dans laquelle il va exceller. Par contre, une chose est certaine, ce n'est pas parce qu'un chien n'est pas mis dans un contexte de travail qu'il n'est pas capable de travailler. Et ça, c'est vraiment à méditer. Parce que finalement, quand on voit des demandes sur Facebook en disant, surtout en concernant l'agility, comme s'il y avait des lignées d'agility, hein, non, l'agility est un jeu, un simple jeu. Donc, il n'y a absolument aucun atavisme de travail au niveau de l'agility. D'accord? Donc, si vous voulez que votre chien fasse de l'agility, oui, vous pouvez aller chercher chez un éleveur qui fait aussi de l'agility. Mais pourquoi? Parce qu'il va il va avoir tendance à emmener ses chiots sur les terrains d'agility très tôt. Mais c'est tout, quoi. Et en fait, si le chiot a vraiment un excellent caractère, qu'il est avenant, qu'il n'est pas craintif, qu'il est à l'écoute, qu'il semble très réceptif à toute demande, toute sollicitation, si vous l'emmenez à un terrain d'agility,
faut pas oublier que les chiots, en plus, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, ont un sens du mimétisme très très fort. Quand on parle du mimétisme, c'est le fait de copier, hein, les uns sur les autres. D'accord? Bon. Donc, si il a en plus ce mimétisme très fort, il est évident qu'il va faire un excellent chien d'agility. C'est pas le fait qu'il soit né dans une portée issue de parents d'agility. C'est juste parce que peut-être que l'éleveur aura déjà commencé ce qu'on appelle le débourrage, c'est-à-dire de l'emmener à 2 mois et demi sur les terrains d'agility et lui faire commencer à lui faire quelques petits parcours, hein, de son âge évidemment, et voilà. Mais ça ne veut pas dire que si vous l'emmenez en agility, qu'il ne fera rien ou qu'il sera une bombe, hein, au contraire. Rien ne peut vous garantir que parce que vous allez le prendre dans une portée issue de parents d'agility, qu'il va faire forcément de l'agility. Combien on a vu de chiens, que ce soit n'importe quelle race, hein, issus de parents qui font du sport, et le chiot ne veut, enfin c'est pas qu'il ne veut pas travailler, c'est qu'à la limite il en a même pas envie, quoi. Je veux dire, il a envie d'avoir une bonne vie pépère, tranquille à la maison avec son maître, ou peut-être d'aller faire des randonnées, tout ça, mais il n'a pas envie de travailler. Mais par contre, c'est pas parce que, par exemple, il a le tempérament qui va bien, que vous allez le mettre dans une famille plan-plan, qui est tranquille, etc., qu'il va devenir complètement cinglé, quoi. D'accord? On parle bien d'agility. On ne parle pas, par exemple, de border collie, hein, qui sont vraiment taillés pour le travail, qui ont été très, très, très sélectionnés pour le travail au troupeau pendant des lustres, et pour lequel, par exemple, il y a eu seulement en 2019 l'autorisation de confirmation ailleurs que sur troupeau, c'est-à-dire en exposition classique, hein, par exemple. Voilà. Vous avez au niveau du malinois, pour reprendre son exemple, des lignées de travail, vraiment. Et on le voit bien, hein, au niveau des chiots, dès qu'ils arrivent à 3 semaines, ils rentrent dans le boudin. On a l'impression ils sont nés avec, qu'ils étaient avec dans le ventre de leur mère, et qu'ils sont avec non-stop, jour et nuit, depuis qu'ils sont au monde. Voilà, ça, ce sont des lignées de travail, mais pas au niveau de l'agility ou du flyboard ou des choses comme ça. À partir du moment où un chien a un bon caractère, il peut faire pratiquement ce que vous voulez sur des disciplines totalement sportives, hein. Je ne parle pas d'atavisme de travail, c'est-à-dire des qualités qui ont été travaillées pour une activité, pour un travail particulier, hein, par exemple le troupeau, la garde, le terrier, la chasse au niveau du lévrier, la chasse tout court, hein, voilà. Ça, ce sont vraiment ce qu'on appelle les atavismes de travail. Là, on vous parle de jeu, vraiment, d'accord? Voilà. Donc, si vous voulez sélectionner votre chien pour le travail, tâchez de faire en sorte déjà qu'il soit dans le standard sur le plan physique. Tout simplement parce que s'il sort de trop des limites, des caractéristiques de ce fameux standard, il ne pourra probablement pas faire ce travail. Et en plus, évidemment, il va falloir sélectionner le caractère qui va avec. Alors, je ne vais pas faire comment dire, le topo de tous les caractères qui existent, mais par exemple, si on prend tout ce qui est chien de berger et de garde, on va quand même chercher des chiens qui sont déjà posés, qui sont curieux, qui sont très équilibrés, qui n'ont pas peur des bruits extérieurs, qui sont très à l'écoute. D'accord? Bon, au niveau tout ce qui est chasse, hein, et j'englobe le terrier comme le chasse à court, comme le chien de chasse arrêt, on va essayer de trouver des chiens qui, déjà tout petits, hein, qui ont un goût particulier pour le gibier, pour déterrer des choses, qui sont très curieux là aussi, mais qui sont aussi très à l'écoute, hein, voilà. Et en même temps, qui sont assez pris d'initiative, hein. Il faut savoir que la chasse, dans toutes ses formes, est quand même assez basée sur l'initiative personnelle du chien, hein, puisque généralement, par exemple, on dit beaucoup de races de griffons, par exemple, qu'ils chassent pour eux-mêmes. Ce n'est pas un hasard, hein, c'est que vraiment, ils ont l'initiative de chercher des pistes, etc. Vous avez, par exemple, des chiens de chasse au sang, hein, comme vous avez vu dans les films américains, souvent vous avez des Saint-Hubert, hein, vous savez, les grands chiens de chasse avec des oreilles qui limite qui tombent par terre, hein, qui traînent par terre. Donc ce sont des chiens de chasse au sang. Ça veut dire ce sont des chiens qui sont capables de relever des pistes sur 48 heures, voire
une semaine. C'est absolument extraordinaire. Ils ont un flair absolument phénoménal, mais ce sont des chiens, oui, on leur met une piste au départ, mais s'ils n'ont pas le cœur à l'ouvrage pour garder cette piste, quels que soient les obstacles, eh ben, c'est sûr qu'ils ne pourront pas aller au bout. Hein, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Je voudrais que vraiment vous le gardiez en tête. Voilà, je vous laisse pour ce soir et je vous dis à très bientôt.